culturel. On a mené un gros chantier avec le High Museum d'Atlanta. Sur 3 ans, il y a eu une coopération scientifique avec ce musée, avec des échanges d'équipes de travail. On a également un partenariat avec l'entreprise japonaise Dai Nippon Printing, qui nous accueille en fait dans ses locaux à Tokyo et qui nous offre toutes les technologies pour expérimenter des nouveaux outils de médiation, donc essentiellement des outils multimédia. Donc on a expérimenté en fait 6 présentations différentes d'œuvres, c'est-à-dire qu'on envoie des œuvres du Louvre au Japon et pendant 5 mois, on construit un parcours autour de ces œuvres en expérimentant des outils. Par exemple, la réalité augmentée, le fait de pouvoir rentrer dans le tableau de manière quasi réelle. Et donc, voilà, des outils pour permettre au public de mieux comprendre, de mieux appréhender les œuvres d'art avec des technologies extrêmement pointues. L'idée, bien sûr, étant de pouvoir réimplanter ensuite tous ces dispositifs à Paris, au musée du Louvre. Je parlais un petit peu plus loin aussi d'un projet international particulièrement marquant, puisque le Louvre Abu Dhabi a eu une résonance internationale. Je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Le Louvre, c'est également une référence pour la rencontre entre l'art ancien et l'art contemporain, puisque depuis toujours, le musée du Louvre a accueilli des artistes contemporains. Ce n'est pas une marotte récente de la part de notre président. Donc il y a 4 ans, on a commencé à instituer ce qu'on appelait les contrepoints, c'est-à-dire qu'en contrepoint d'une exposition temporaire, on invitait un artiste contemporain à s'inscrire en résonance de cette exposition. Donc, par exemple, en ce moment, dans le cadre de l'année croisée France-Russie, il y a eu une exposition cet hiver sur la Sainte Russie, donc sur les trésors, les icônes russes. Et là, en ce moment, on accueille des artistes contemporains russes, donc voilà, avec cette fougue, cette verve de la nouvelle création contemporaine russe. L'idée également d'accueillir des artistes contemporains, c'est de faire redécouvrir des lieux, des salles que notre public parisien et francilien oublie un peu, ne vient pas forcément découvrir. Donc là, vous avez par exemple un plafond qui a été réalisé cette année par Saïtoumbi et donc qui s'inscrit en décor pérenne dans les salles du musée. Là, ce sont des vitraux qui ont été réalisés par François Morel. Et donc, de la même façon, qu'ils vont venir s'inscrire dans le palais de manière pérenne. Le premier artiste contemporain, finalement, à s'être inscrit dans les murs du Louvre, c'est Delacroix, qui avait peint un plafond, et Georges Braque, il y a 50 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes du musée, et que ce n'est pas une fantaisie de dernier moment. Le Louvre a également un rôle social, de démocratisation de la culture. Donc on cherche toujours à s'ouvrir sur de nouveaux publics. On mène des actions en direction des publics que l'on appelle empêchés, c'est-à-dire par exemple dans les prisons, où on va à la rencontre de l'univers carcéral pour mettre à disposition l'art, l'histoire de l'art, des prisonniers, pour leur donner une ouverture sur la ville. Également dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, donc des enfants, des écoles qui sont parfois juste de l'autre côté du périphérique, mais qui viennent jamais à Paris et qui n'osent absolument pas franchir les portes du musée. Donc on vient jusqu'à eux, on leur apporte cette connaissance et on les prend par la main pour venir au musée. La vocation du Louvre aussi, c'est d'être ouvert en permanence sur la ville, sur la cité, que ce soit dans sa dimension économique. Bien sûr, on a des partenaires mécènes avec des entreprises, donc on est très en lien avec le monde économique. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est très en phase aussi avec le champ social. Et on cherche en permanence à renouveler le regard sur le musée en ouvrant les portes du musée, en donnant les clés du musée à des artistes contemporains vivants. Donc tous les ans, en fait, pendant un mois, on invite un artiste à programmer, on lui donne les clés du musée et c'est à lui de nous proposer sa vision du Louvre, son programme. Donc je vais vous citer quelques noms qui
qui ont eu à cœur de participer à ce programme de grands invités. Il y a eu Pierre Boulez, il y a eu Umberto Eco, il y a eu Toni Morrison, il y a eu Robert Badinter. Et cette année, c'est Patrice Chéreau qui va donc créer un programme de toutes pièces. Donc on va avoir des pièces de théâtre dans les salles du musée, on va avoir de la danse, des lectures. Donc voilà, tout ça pour montrer que le musée vit et qu'il est ouvert sur la ville. On a également des rendez-vous plus classiques avec par exemple la chaire du Louvre qui est un rendez-vous dédié à la recherche en archéologie et en histoire de l'art. Et on représente régulièrement le spectacle vivant lors des nocturnes du vendredi qui sont plus particulièrement destinés à un public jeune, donc avec du théâtre, de la danse, de la littérature. Alors on pourrait avoir le sentiment que le Grand Louvre est totalement achevé, puisqu'avec cette pyramide qui est maintenant totalement emblématique et qui fait corps aussi avec le musée. Mais en fait, on est en permanence en travaux. Donc en 2012, on va ouvrir le nouveau département des arts de l'islam. On possède en fait 10 000 œuvres de cette collection, une des plus riches et des plus belles du monde, mais jusqu'à présent, elle était très mal exposée. Donc on a un projet architectural ambitieux. On va investir une des cours du musée, la cour Visconti, et donc Rudy Ricciotti est l'architecte qui a été choisi pour construire cette nouvelle aile du Louvre. Et donc pour ce projet, on bénéficie de mécénat, donc celui du prince Al-Walid d'Arabie Saoudite, du Koweït et du sultanat d'Oman. Et donc, la vocation de ce projet, c'est vraiment de jouer un rôle de dialogue social, de dialogue culturel entre les civilisations. Et donc ça nous a permis de nouer de nouveaux partenariats et d'apprendre vraiment à connaître tout cet univers. Il y a également un autre chantier en cours au musée du Louvre, qui est celui de la rénovation des salles du mobilier et des objets d'art du XVIIIe siècle. Elles ont été fermées en 2005. Et donc là aussi, on a une collection assez stupéfiante. Et donc il était impératif de la mettre en valeur. Et donc on va rétablir un ordre chronologique, parce que tous ces chantiers à chaque fois nous amènent à réfléchir sur la manière dont on présente les œuvres, sur la manière dont on les rend accessibles au public. Et donc pour ce mobilier, on va privilégier une présentation chronologique et thématique qui vont les rendre plus lisibles au grand public. Et donc ce chantier bénéficie du soutien des American Friends of the Louvre. Donc voilà, toujours des projets dans lesquels des mécènes sont très, très impliqués. On a également aussi au sein du musée le projet Pyramide. Vous allez vous dire pourquoi le projet Pyramide. Il se trouve que la pyramide a été construite il y a 20 ans et qu'elle était prévue pour accueillir 4 à 5 millions de visiteurs. On en est presque au double aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a de vrais progrès à faire maintenant pour accueillir tout ce monde, pour améliorer la qualité de visite et pour dispenser correctement l'information que le visiteur est en droit d'attendre dans le plus grand musée du monde. Et donc on a à nouveau sollicité M. Paye pour qu'il nous aide sur ce chantier et qu'on revoie complètement les accès au musée. Et donc, dans les murs, on a 2 grands projets en cours. On a le projet Louvre-Lens. Donc Lens est une ville du nord de la France, une ville qui a été particulièrement touchée et blessée par la guerre, par la crise économique. Et donc là, le Louvre va jouer pleinement son rôle de musée national, de diffusion des savoir-faire et des collections, et effectivement cette notion de service auprès de la nation. Donc ce musée devrait voir le jour le 4 décembre 2012. Vous voyez qu'il y a pas mal de sujets en 2012. Donc l'architecte qui a été retenu sur ce projet est une architecte japonaise, dont l'agence s'appelle Sanaa. Elle a proposé un projet complètement immatériel, tout en transparence, inscrit dans un écrin de verdure. Et elle est associée pour la muséographie à 2 Américains, Tim et Imre Kumbert. Donc ce nouveau Louvre est l'occasion aussi pour nous de repenser complètement nos missions, nos manières de présenter les collections et d'éduquer le regard
publics qui ne sont pas habitués en fait, à fréquenter les musées. Et l'idée de ce musée, c'est pas de créer une bulle touristique, même si effectivement la région Nord-Pas-de-Calais est fortement impliquée dans ce projet et qu'elle a beaucoup d'espoir dans ce nouveau musée. Mais nous ne voulons pas que ce soit un périmètre urbain artificiel qui sépare un espace tourisme du reste de la ville. L'idée, c'est vraiment d'implanter le musée au cœur de la ville. Et donc c'est pour ça qu'on commence dès à présent à mener des actions d'appropriation du musée auprès des publics locaux. Et donc un des emblèmes de la ville de Lens, c'est le stade de Félix Bollaert, une équipe de foot à Lens qui est très soutenue par les gens de la région. Et donc les couleurs de cette équipe sont le rouge et le jaune, donc le sang et or. Et donc on a proposé, en fait, pour que les gens commencent à s'approprier le musée, d'afficher 5 œuvres sur des bâches géantes dans le stade. Et donc voilà, pour montrer que l'art aussi peut s'inviter au stade et que tout ça n'est pas incompatible. Je vous ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure du projet que nous avons lancé en 2010 avec le High Museum d'Atlanta. Et donc, c'était une coopération relativement inédite, puisque c'était une coopération scientifique, culturelle, pédagogique, il y avait des échanges scolaires, des études d'œuvres. Et ce n'était pas uniquement des expositions temporaires, mais c'était une manière de collaborer avec un musée anglo-saxon et de repenser, de se remettre en question, de faire des recherches et de s'interroger sur les missions du musée. Et donc on a expérimenté sur cette collaboration une organisation complètement transversale. Tous les départements du Louvre, toutes les directions ont travaillé sur le projet. Et donc le dernier projet que vous avez vu défiler sur l'écran, c'est le Louvre Abu Dhabi. On a signé en 2007 dans la capitale des Émirats Arabes Unis un accord d'une durée de 30 ans. Donc les grandes lignes de cet accord sont les suivantes. On va aider les Émirats Arabes Unis à concevoir un futur musée. L'architecte de ce musée est Jean Nouvel, qui devrait être inauguré en 2013, qui fera une surface totale de 24 000 m², comprendra 2 000 m² d'exposition temporaire et 6 000 m² de galerie permanente. Et tout ça, ça ouvrira par tranches successives. Le second pas, c'est que pendant 10 ans, à compter de l'ouverture du musée, on prêtera des œuvres issues de l'ensemble des collections nationales. Il faut savoir que le Louvre n'est pas le seul musée impliqué dans ce projet. C'est toute une myriade de musées sur le sol français qui vont collaborer et contribuer à ce projet. Donc on prêtera au départ 300 œuvres et ensuite 200 œuvres. Et pendant ce temps, les Émirats Arabes Unis vont se constituer leur propre collection. Et au-delà de la période de 10 ans, en fait, seules les œuvres des collections émiriennes seront exposées au sein des galeries permanentes du musée. Et donc le projet, même s'il a effectivement été assez critiqué au départ, c'est pour nous l'occasion de mettre en valeur le savoir-faire français en matière de muséographie. Et c'est un transfert de savoir-faire, de connaissances qu'on va nourrir pendant plusieurs années. Et pendant 15 ans, il y aura 4 expositions temporaires qui seront organisées par an. Une grande exposition temporaire, une moyenne et 2 expositions plus modestes. On appelle des expositions dossiers. Donc l'engagement de la France ira décroissant jusqu'à ce que le musée à vocation universelle acquiert une totale autonomie. Donc effectivement, c'est une coopération culturelle qui prévoit des contreparties financières qui sont sans précédent. 400 millions d'euros pour le droit d'utiliser le nom du Louvre pendant la durée de l'accord. Et donc ces 400 millions bénéficieront entièrement au Louvre et aux musées qui vont participer à ce partenariat. Ces musées sont constitués dans une agence qui s'appelle France Muséum et donc qui gère en fait tout ce projet en collaboration.